Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, le décompte est lancé. Le décompte est lancé. D'ici la fin de la décennie, un référendum viendra. Le troisième référendum. On ne parlera plus du référendum au passé, mais au futur. C'est ce que nous propose Paul Saint-Pierre Plamondon dans le cadre de son discours du Conseil national du Parti québécois. Et pour en parler, bien évidemment, nous recevons Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Tu devais être content? Alors, je t'ai souvent entendu dire que tu te ferais une tête sur la souveraineté quand les circonstances t'y obligeraient. Il va falloir que tu commences à décider ce pourquoi tu voteras. Je déciderai pour qui je voterai en temps et lieu quand la question sera posée et on verra les circonstances. Mais moi, je t'ai entendu hurler de joie en travers de l'Atlantique en attendant l'échéancier ferme de la fin de la décennie. C'était assez audacieux, moi, j'ai trouvé, comme discours de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ses adversaires politiques lui reprochent l'arrogance de présumer qu'il va gagner les prochaines élections et de mettre la charrue avant les bœufs. Je vais t'avouer, c'est une perspective c'est une analyse qui est de bonne guerre là, pour ses adversaires politiques, mais que je partage pas. À un moment donné, le plus gros défi de Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment, c'est de faire bouger l'aiguille de la souveraineté. Parce que ce qu'il a réussi à faire, c'est ramener au bercail beaucoup de les souverainistes déçus qui étaient à la CAQ, de recamper la crédibilité du Parti québécois comme véhicule politique et moteur de la souveraineté. Le problème, c'est que jusqu'ici, l'aiguille n'a pas bougé. On est encore autour de 36% d'appui à la souveraineté. Et à un moment donné, je pense que comme chef politique, s'il veut réussir à la crédibiliser, à l'articuler, à la faire résonner, à la rendre séduisante, cette souveraineté-là, ben, il faut en parler et il faut l'évoquer comme une possibilité réelle et non pas seulement comme un rêve potentiel, distant, impossible et tout le reste. Et à ce chapitre, je pense que son discours était bien cadré. Il y a un problème, cependant, dans son discours. C'est c'est la façon qu'il a de mettre sur le dos du gouvernement fédéral une volonté d'asservissement qui, je crois, est un peu déconnectée de la réalité de la joute fédérale en ce moment. Ah bon, ben, un instant, si je peux me permettre, si on fait un minimum d'histoire, c'est pas interdit, que le gouvernement fédéral ait toujours utilisé l'immigration dans une volonté de neutraliser le fait français au Québec même, c'est pas une originalité, ça a déjà été revendiqué en tant que tel, c'est pas nouveau, puis quand PSPP dit c'est le référendum de la dernière chance, c'est-à-dire parce que sinon les conditions démographiques et linguistiques ne sont plus rassemblées, je pense que c'est simplement de nommer les choses clairement. On cesse de... Il donne la responsabilité, il dit Ottawa n'accepte pas la différence québécoise et avec les politiques d'immigration qui ont les siennes et son multiculturalisme qui consiste à culpabiliser toujours la défense de l'identité québécoise, il cherche à en finir avec l'identité québécoise. Ça me semble pas si inexact dans la description. Oui, mais je pense que dans le contexte actuel, quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit on est dans un contexte où l'histoire s'accélère beaucoup plus rapidement qu'on l'a vu parce qu'on a un gouvernement fédéral qui, par ses politiques d'immigration absolument débridées, qui, par ses empiètements répétés, vise à écraser le Québec, je pense que c'est là que c'est de bonne guerre, tu me diras, puis ça fait partie de la logique souverainiste de prêter des intentions fermes au gouvernement fédéral et à l'appareil fédéral actuel. Le problème, c'est que je pense que c'est la, c'est la, l'effet est peut-être là, mais la cause, je pense pas, du côté du gouvernement fédéral en ce moment et pas dans mon esprit un désir d'écraser le Québec. Pourquoi est-ce que l'immigration est hors contrôle? C'est pas tant en ce moment, et les chiffres le démontrent, à cause des cibles de 500 000 immigrants par année, c'est parce que le gouvernement a cédé à la pression de tous les lobbies du monde des affaires du Canada qui ont trouvé dans l'immigration temporaire l'importation de main-d'œuvre étrangère une solution facile au problème de la productivité au Canada. Donc, c'est par aveuglement, si on veut. C'est par aveuglement volontaire que le gouvernement, attends, laisse-moi finir, est pris là-dedans. Puis sur le côté économique et l'empiètement absolument éhonté
et le désintérêt total du gouvernement Trudeau en ce moment pour tout ce qui relève des compétences des provinces, la réalité, c'est que le gouvernement Trudeau ne le fait pas pour écraser le Québec. Le gouvernement Trudeau est pris dans une fuite en avant pour assurer sa propre survie politique. Dans quel cas, la fin justifie les moyens. Et dans ce cas-là, la fin de ce gouvernement-là, c'est sa survie politique. C'est pas le bien de la Fédération canadienne. Emmanuel, tu dis, j'entends très bien que Justin Trudeau n'est pas enfermé, en train de conspirer, genre, comment pourrais-je nuire au Québec? Mais ensuite, si on se fie à la vision, globalement, du régime de 82, la différence québécoise est toujours suspecte de racisme. Je pense pas que c'est exagéré de dire ça. Ottawa va utiliser d'ailleurs tous ses moyens pour casser la loi 21. On verra le résultat, mais il utilise les moyens pour ça. L'État fédéral travaille objectivement à empêcher la francisation du Québec. Je pense pas qu'on peut contester ça. Les politiques d'immigration, objectivement, la loi fédérale sur les langues officielles, puis de l'autre côté, la loi 101, c'est une loi qui s'entrechoque. La loi fédérale sur les langues officielles, pour la première fois dans l'histoire, la nouvelle, reconnaît a été amendée pour tenir compte d'une nuance québécoise. Mais non, mais c'est important comme symbole. Tu peux pas garder juste les éléments de l'argument de la réalité politique qui soutiennent ton argumentaire. Je dis pas ça. Quand l'État fédéral au Québec dit vous pouvez vous faire servir en français ou en anglais, c'est quand l'État fédéral finance les groupes de contestation des lois linguistiques ou des lois identitaires. Quand l'État fédéral a déconstruit depuis 1977 la loi 101 morceau par morceau, ça finit quand même par faire quelque chose. Donc là, pour peu qu'on ait un peu de perspective historique, je doute pas qu'il n'y a pas de conspirateurs malveillants, mais il y a une hostilité déclarée à l'idée qu'il y a un État-nation enclavé dans la fédération qui s'appelle le Québec, qui ne soit pas une province comme les autres. Oui, bien ça, je reconnais cette hostilité à l'égard du concept d'État-nation à l'intérieur du Canada. Moi, ce que je dis cependant, et je reconnais l'effet de certaines de ces politiques-là, mais tu ne peux pas prêter l'intention au gouvernement Trudeau de vouloir asservir le Québec. C'est là que dans mon esprit, le discours souverainiste franchit un pas qui est un peu déconnecté de la réalité. C'est de bonne guerre, il faut trouver une façon de l'articuler, cette exigence souverainiste. Moi, je trouve que là où l'argument est le plus porteur, c'est sur le fait que tout l'argumentaire pour rester au sein du Canada jusqu'ici, principalement dans le référendum de 80, dans le référendum de 95, a beaucoup été un argumentaire qui reposait sur la sécurité économique. La sécurité économique de la prospérité canadienne, de la force de son économie, de son accès au marché, des pensions, etc., etc. Donc, c'était un bon calcul. Donc, c'était comme un mariage de convenance. Tu restes avec ton mari qui est pas bien beau, là, puis qui est pas super intelligent, mais il est riche, puis c'est correct, t'sais. Et là, le problème, et c'est là que moi, je trouve que l'argumentaire du Parti québécois et du mouvement souverainiste mérite d'être creuser et investiguer davantage, c'est qu'on est dans une réalité, puis c'est peut-être moins sexy que te dire Ottawa veut nous écraser, mais on est dans une réalité où économiquement, le Canada est dans une période de stagnation, où le gouvernement n'est plus capable de générer des leviers pour créer la prospérité économique. Et pire que ça, on est dans un contexte d'appauvrissement des Canadiens, où le revenu, le PIB par habitant est en baisse et que la seule raison pour laquelle il y a une croissance économique, c'est à cause de l'immigration, parce qu'il y a plus de monde dans l'économie. Donc, de plus en plus, on est dans un contexte où la sécurité financière qui était assurée par un gouvernement fédéral, tu peux commencer à le remettre en question à cause des impacts à long terme de la gestion désastreuse des finances publiques et de l'économie par le gouvernement Trudeau. Alors, tu dis que tu préfères l'argument économique à l'argument identitaire, mais je vais te rappeler 92, 93, 94, 95. C'était quoi un des arguments des souverainistes à l'époque? C'est on va quitter le Canada qui est un État en faillite. C'était l'argument économique qui était présent et la peur coloniale de se gouverner par soi-même existait quand même chez les Québécois. Mais là, l'argument, tu dis, il n'y a pas de conspiration malveillante à Ottawa pour effacer les Québécois. OK. Mais les effets de leur politique entraînent l'effacement des Québécois. L'effet de leur politique entraîne l'effacement du français. L'effet de leur politique entraîne la fonte de la majorité historique francophone au Québec. Il me semble que ce n'est pas des si mauvais arguments que ça quand même non plus.
Non, c'est des arguments à mettre de l'avant, mais je pense qu'il faut mettre les deux ensemble. Et le problème et le défi du mouvement souverainiste en ce moment, je crois, c'est de convaincre, d'élargir cet argument-là et de comment tu le rends pertinent à une nouvelle génération beaucoup plus mondialisée. Tu vas me dire que le Parti québécois est renouvelé, qu'il y avait beaucoup plus de jeunes, etc. J'en suis. Mais c'est quand même le défi à terme du Parti québécois, c'est de trouver une façon d'élargir ce discours-là pour rejoindre des nouvelles générations. Et moi, je suis de ceux qui croient, même si toi puis moi, on n'est pas d'accord là-dessus, que le défi du Parti québécois, c'est de trouver une façon de définir ce nous sans qu'il soit perçu comme un rejet des immigrants, un Mais, rejet des nouvelles communautés. Et ça, c'est le test qui va se présenter, veut pas, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il nous promet dans les prochaines semaines de déposer son plan pour limiter l'immigration temporaire, etc. Parce que ça a toujours été, et depuis 1995, et les paroles de Jacques Parizeau, c'est l'espèce d'épée de Damoclès. bien avant. Peut-être injuste, tu me diras, Emmanuel, mais bien que le avant. Parti québécois doit réussir à articuler. Si je peux me permettre, moi j'entends l'argument que je trouve très, très drôle sur depuis Parizeau, les immigrants sont éloignés du mouvement souverainiste. Je précise que le vote massif des communautés culturelles contre l'indépendance est antérieur à la déclaration de Parizeau 1. Deuxièmement, se faire traiter de nazi. On a connu ça le parti, dans les années 60, on l'a connu contre les nationalistes. Camille Lorrain s'est fait traiter de nazi pour la loi 101. La nazification des souverainistes. Donc, moi, je te soumets comme hypothèse que peu importe, puis évidemment qu'il faut tendre la main, il faut être ouvert, on est une société démocratique et libérale. Non, mais il faut les Mais convaincre. peu importe. Non, mais ça C'est se ça peut le aussi défi. que. Ouais, mais attends, c'est pas que ça n'a pas été essayé. Moi, ce que je te soumets comme hypothèse, c'est qu'il y a des populations qui sont plus sensibles à un discours de peur à l'endroit du nationalisme québécois et que, globalement, peu importe ce qu'on fera, eh bien, on va se faire accuser des pires les souverainistes vont se faire accuser des pires intentions. Donc, on aurait. Je te donne même un exemple. Dans les années les suites du référendum, là, toute l'époque du nationalisme civique, ben, les nationalistes faisaient quand même accuser de racisme et de xénophobie tout le temps. Donc, on ne se sauve pas de ces accusations-là, peu importe ce qu'on fait. À un moment donné, il n'y a pas juste la bonne foi dans la vie. Non, mais c'est pas une excuse pour C'est pas une ne excuse, c'est une pas... explication et un fait. Oui, mais c'est pas une excuse. Puis ça n'efface pas le défi dans le monde aujourd'hui pour le Parti québécois de réussir à articuler un discours qui lui permet le plus possible de s'insulariser contre ça. Parce qu'objectivement, quand Paul Saint-Pierre Plamondon tend la main sur le devoir d'assurer la prospérité aux gens de droite, de gauche, aux pastafistes, je ne savais pas c'était quoi, j'ai été Pastafarien. Pastafarien! Ouais, c'est bien sûr. Faut le savoir quand même. Ça inclut aussi de tendre la main aux souverainistes qui se reconnaissent davantage dans Québec solidaire et dans sa vision de l'inclusivité. Et il faut réussir à surmonter cette différence-là sur les enjeux identitaires ou à en faire un pont pour réussir à la faire, cette grande coalition souverainiste. Alors, il te reste 30 secondes, je te les accorde. Le vote de QS, c'est déjà un vote. Pas le vote. QS dit la souveraineté, on est pour, même si notre base n'est pas nécessairement pour. L'enjeu, c'est pas aussi de gagner une partie de la droite de Québec qui, elle, se dit les souverainistes sont trop à gauche, il faut être capable de. On se reconnaît pas dans ce projet-là. Est-ce que de ce point de vue, on a toujours l'espèce de lunette QS, mais il faut pas s'intéresser aux gens qui votent pour Duhem mais qui pourraient demain voter pour l'indépendance? Oui, absolument. Puis je pense que c'est le défi d'arriver avec une approche économique et une approche fiscale, un discours là-dessus qui est plus centriste. Les faits intéressants, c'est un peu une page blanche, je pense, pour les lecteurs moyens, que de savoir à quelle enseigne loge le Parti québécois là-dessus. Et ça, tu me diras, il y a le temps, les élections, c'est pas demain, mais je pense que tu mets effectivement le doigt sur un élément que le Parti québécois va devoir peaufiner à terme s'il veut réussir à aller chercher justement cette branche de l'électorat qui est plus à droite économiquement, mais qui pourrait être convaincu ou qui serait sensible à un argument souverainiste si ce n'était en ce moment de cette espèce de méfiance que tous les souverainistes sont des gauchistes. Cher Emmanuel, je te le promets, demain nous parlerons du budget fédéral, sujet passionnant. S'il reste quelque chose à dire là-dessus, tu nous le diras demain sans faute. Merci infiniment, bonne journée à toi. Au revoir. Je n'en doute pas. Bye bye. Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver. Nous poursuivons demain nos échanges et notamment sur le budget fédéral, jour de fête pour les fédéraux. Ils pourront dépenser sans cesse, sans fin, notre argent, votre argent. Chers amis, c'est un plaisir. À demain.